Bonjour Loïc, bonjour Cyril, si vous voulez bien allumer votre vidéo. Tac. C'est bon? Super, alors j'ai Loïc, Cyril, encore il manque la vidéo pour pouvoir commencer. Ah, ok. Pardon. Mille excuses. Super, bon alors maintenant que les participants arrivent au compte-gouttes, peu à peu, on est déjà à 40 participants. Je voudrais vous remercier déjà tous les deux de participer à cet échange sur un sujet qui touche beaucoup et qui interroge beaucoup en ce moment. Je vais présenter tout d'abord l'agenda, le déroulé. Alors, voilà, donc ce que je vous propose au cours de cette séance, c'est un petit tour d'introduction évidemment, de faire un petit zoom sur la Convention citoyenne pour le climat grâce à Loïc, répondre à quelques grandes questions avec un petit ping-pong entre vous sur voilà, les sujets listés 3, 4, 5, et puis évidemment prévoir un temps d'échange. Donc ce que je propose aux participants, c'est de poster toutes leurs questions non pas dans le chat, mais dans l'onglet questions-réponses, de sorte à ce qu'on puisse les regrouper et donc les poser de façon intéressante et pertinente à la fin des échanges. Si jamais Loïc ou Cyril, vous voulez répondre directement à une question que vous recevez par cet outil-là, n'hésitez pas, mais sachez qu'on aura ce temps réservé en fin d'intervention. Alors pour commencer, je pense qu'on part un peu tous du même constat. Nous, chez Citizen Lab, qui organisons aujourd'hui ce webinaire, on a vraiment la volonté de répondre à cette problématique qui est une déconnexion des Français et plus généralement en fait des citoyens dans le monde avec le politique. Aujourd'hui en France, on estime que 80% des Français pensent que leur avis n'est pas pris en compte par les élus. C'est énorme et malgré beaucoup d'efforts déjà de participation, de création d'un dialogue avec les citoyens. Donc, nous, notre solution côté Citizen Lab, c'est de développer une plateforme de démocratie participative pour impliquer davantage de citoyens, une meilleure diversité, une meilleure représentativité, mieux gérer ses contributions et leur faire un retour de sorte à créer cette confiance dans le temps et permettre du coup aux villes, aux communes, aux collectivités dans leur ensemble de mieux comprendre les besoins réels, les attentes réelles des habitants, des usagers grâce à des outils d'analyse. Et donc, on travaille avec un peu plus de 200 collectivités territoriales aujourd'hui et notre impact est sur le monde entier avec une présence principale en France et en Belgique aujourd'hui. Mais je laisse très vite la parole à nos deux intervenants du jour qui sont vraiment très qualifiés sur le sujet des conventions citoyennes sur lesquelles nous allons zoomer aujourd'hui. Donc, on accueille Loïc Blondiot qui nous fait l'honneur d'être présent malgré son agenda très chargé. Donc, expert en démocratie et participation citoyenne, il est aussi membre de la Commission nationale pour le débat public et il a organisé la Convention citoyenne pour le climat. Donc, il va pouvoir nous éclairer vraiment sur le comment elle a été mise en place. Et puis Cyril, président des Citizen, Cyril Poix, chargé de cours en urbanisme et aménagement en master à l'Université du Havre, qui a rédigé un plaidoyer avec le sens de la ville pour défendre l'importance des conventions citoyennes locales, donc avec un ancrage beaucoup plus territorial, une réalité terrain qui va aussi éclairer cet échange ensemble. Si c'est OK pour toi, Cyril, est-ce que tu veux embrayer sur la convention, pardon Loïc, sur la Convention citoyenne pour le climat, nous expliquer peut-être un petit peu en préambule comment s'est organisée cette convention, quelles ont été voilà, les grandes questions qui ont animé l'organisation de la Convention citoyenne pour le climat, qui avait pour objectif de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre de 40% par rapport à 1990 dans un esprit de justice sociale et ce suite à la crise des Gilets jaunes. Alors, pardon Mon Loïc, on vous entend micro, pas. voilà. Ah, voilà, super, merci. Bonjour à toutes et à tous. Oui, en 5 minutes, ça va être juste, mais je vais simplement évoquer les grandes lignes à titre de rappel de ce qu'a été cette Convention citoyenne. En fait, elle est née au cœur de la crise des Gilets jaunes,
Elle est issue d'une proposition qui a été faite par un collectif d'activistes du climat, de la démocratie, de chercheurs comme moi, qui avons proposé à l'exécutif de sortir de la crise en organisant une sorte d'assemblée citoyenne qui pourrait faire des propositions. Et on avait évoqué la question du climat, mais aussi la question qui nous paraît essentielle des institutions et celle de la fiscalité. L'exécutif s'en est servi. Emmanuel Macron, en avril, a annoncé la création de cette convention. Et en fait, le processus s'est déroulé sur une durée d'1 an. Parce que, au moins 1 an, parce que le processus n'est pas encore complètement terminé. Tout a été lancé en juin 2019 et a été mis en place un comité de gouvernance. Et je pense que c'est très important d'insister sur le rôle de ce comité de gouvernance dont l'impartialité, le pluralisme, l'indépendance à l'égard de l'exécutif a été une des raisons pour lesquelles finalement le processus a pu être jugé crédible. Alors, ce comité de gouvernance s'est réuni au CESE, au Conseil économique et social environnemental, et a été présidé par 2 responsables de think tank et a été composé, je pense que c'est aussi important d'insister là-dessus, de membres du CESE, de spécialistes du climat, de spécialistes de la démocratie participative et de 2 représentants de l'exécutif. Au total, 15 personnes qui ont fonctionné de manière très collégiale, avec beaucoup de tensions en interne, il ne faut pas le cacher au regard de ce que l'on prévoyait comme méthodologie, comme process, comme dispositif, mais on a été très rigoureux sur un certain nombre de choses. Premier élément impératif, c'était la représentativité de l'échantillon. En fait, à partir de la fin du mois d'août, avec une société de sondage, on a procédé au tirage au sort de 150 citoyens, mais un tirage au sort qui est à la fois aléatoire. On a constitué 250 000, on a tiré au sort 250 000 numéros de téléphone de manière complètement aléatoire, qui ont été générés de manière aléatoire. Et à l'intérieur de ces 250 000, on a essayé de constituer une assemblée de citoyens, alors volontaires évidemment, hein, et on a été très surpris par les réactions très positives des citoyens à qui on téléphonait. Il y a un tiers des citoyens qui ont dit d'emblée qu'ils étaient d'accord pour participer, ce qui est un chiffre tout à fait colossal et considérable au regard d'autres expériences de ce type. Et on a essayé surtout de respecter des quotas, dont un nous paraissait absolument essentiel, qui est un quota. Il y a les quotas traditionnels, genre, lieu d'habitation, catégorie socio-professionnelle, mais le quota qui nous paraissait le plus essentiel, c'est le quota du niveau d'éducation, parce qu'on est dans des démocraties du diplôme, hein, et avec un décrochage très fort entre les différents groupes sociaux en fonction du niveau d'éducation. Alors, deuxième étape du processus, ça a été la constitution d'un cycle de formation préalable de ces citoyens, donc qui se sont réunis au total 7 week-ends. Un 8e week-end est prévu en septembre pour que les citoyens puissent se prononcer sur la réception qui a été faite de leurs propositions. Et donc, j'insiste sur ce point, le caractère pluraliste de l'information qui a été donnée aux citoyens, le caractère contradictoire. Donc, on a eu recours au total à 130 experts intervenants, venant du monde de l'entreprise, des syndicats, des associations, des acteurs politiques. Et donc, pour moi, ça, c'est une des clés aussi. Troisième clé, indépendance du comité de gouvernance, qualité de l'échantillon, transparence et intégrité du processus d'information. Et puis, 8 week-ends, beaucoup d'animations. En fait, l'investissement à faire, et on y reviendra, dans l'animation de ces dispositifs est absolument considérable. Il faut vraiment beaucoup de savoir-faire, beaucoup de professionnalisme. Les citoyens donc, ont travaillé sur 5 thèmes. Je ne vais pas en venir aux thèmes. Hein. Ça a été une chose compliquée de définir les thèmes de travail, 5 groupes de travail, des questions transversales sur la Constitution et sur la fiscalité, et au final, 150 propositions. Et j'en terminerai par là. En fait, pourquoi le processus a été crédible ?
Pourquoi le processus finalement a eu cette influence? C'est pour d'abord, en fonction de l'enjeu, en raison de l'enjeu, c'est-à-dire qu'on ne lance pas une assemblée citoyenne sur des enjeux secondaires. Là, il y avait un enjeu fort et un engagement fort de l'exécutif. Et c'est ce qui finalement justifiait ce niveau d'investissement des 150 citoyens. Parce que les 150 citoyens ont travaillé pendant les sessions, 7 week-ends intenses. Ils ont été rétribués pour ce faire, on pourra y revenir, mais ça n'est pas la rétribution qui a justifié leur engagement, c'était l'importance qu'ils donnaient à leur mission. Engagement de l'exécutif de transmettre sans filtre les 150 propositions, soit au référendum, soit aux deux assemblées, soit de les traduire sous forme réglementaire. Deuxième élément, donc importance de l'enjeu, importance du contexte et rigueur du dispositif, donc orienté sur le contradictoire et sur une vraie délibération citoyenne. Aujourd'hui, bon, parce que j'ai que 5 minutes pour présenter l'expérience, aujourd'hui, les propositions sont sur la table. Le président de la République n'a pas comment dire, tenu complètement sa promesse, puisqu'il a écarté 3 propositions, dont il a considéré d'emblée qu'elles ne pouvaient pas faire l'objet d'un suivi de sa part, c'est-à-dire d'une transmission de sa part au référendum ou au législatif. Et puis aujourd'hui, les 150 citoyens qui se sont constitués en association sont associés au suivi. Donc, il y aura un projet de loi qui va être issu de cette convention, peut-être un référendum. Le président ne l'a pas exclu, mais le calendrier me paraît compliqué à mener. Et là, en l'occurrence, des groupes de travail sont en place auxquels les citoyens participent et se joue aujourd'hui un rapport de force entre le dispositif, ce qu'il a produit, ce qu'il a vérifié comme pertinence de ce type de démarche, et le pouvoir politique, dont vous le savez que à la fois sur des questions d'écologie et aussi sur des questions de démocratie, il est en réalité très en deçà des discours qu'il tient en termes d'ambition. Voilà, j'ai terminé et j'espère ne pas avoir été trop long. Merci Loïc, c'est une très belle base pour nos échanges. En fait, la première question qu'on veut se poser aujourd'hui, c'est faut-il créer ces assemblées de citoyens pour délibérer sur des sujets clivants à l'échelle territoriale? Je vais passer au slide prochain. Et là-dessus, la question derrière, c'est pourquoi on le fait et sur quoi on le fait, sur quel sujet. Donc, vous avez commencé à apporter quelques éléments de réponse. Est-ce que vous souhaitez embrayer sur cette déclinaison à l'échelle locale avant de donner la parole à Cyril? Ok, alors moi j'y vais sur le pourquoi, le faut-il, donc le pourquoi et surtout sur le comment. Mais je pense que ça fera l'objet d'une seconde question. Mais si on raisonne sur le pourquoi, alors je pense très sincèrement que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale, puisque l'Assemblée citoyenne a vérifié aussi la possibilité d'expérimenter ce type de démarche à l'échelle nationale, la démocratie délibérative telle que je la conçois n'est plus une option. C'est-à-dire que ça devient aujourd'hui une obligation, c'est-à-dire un impératif d'action publique. Oublier cela ou refuser cela, ce serait ne pas voir à quel point les représentants sont délégitimés, à quel point l'élection ne permet plus aujourd'hui d'asseoir l'autorité de la décision. Ce serait ne pas voir, et ce en particulier à l'échelle locale, à quel point la société, d'un certain point de vue, détient de réponses aux questions qui sont posées à nos démocraties, quelle disponibilité il y a chez les citoyens pour rechercher ensemble un certain nombre de solutions. Donc, ce serait oublier à quel point nos sociétés se sont transformées et que les élus ne peuvent plus, comme je l'ai dit dans une interview pour la Gazette des communes, revendiquer le monopole de la construction de la décision. Il est clair que les élus resteront en dernière instance en charge de la charge de décider, mais le processus d'élaboration de la décision suppose désormais un débat politique approfondi avec tous les citoyens qui sont concernés et suppose aussi que participent
à la construction de la décision d'autres acteurs que les élus, les services et certains groupes d'intérêt qui prétendent parler au nom de l'ensemble des citoyens, mais qui n'en produisent qu'une vision partielle ou complètement déformée. Et donc, pour moi, cet impératif délibératif, alors je tiens à ce concept de démocratie délibérative, le président de la République a repris cette notion qui est très mal connue et souvent dévoyée en France. La démocratie délibérative, c'est un principe tout à fait simple. C'est l'idée que pour qu'une décision soit légitime en démocratie, il ne suffit pas que l'autorité qui la prenne ait été élue, il faut que l'ensemble des citoyens concernés par cette décision aient pu participer à sa construction. Et la démocratie délibérative, c'est la condition, de mon point de vue, et ça n'est pas du tout théorique, ça se décline à tous les niveaux d'action publique et dans tous les domaines, j'y reviendrai. Aucun domaine, a priori, n'est exclu de la démocratie délibérative ou de la participation citoyenne. Je ne vois pas pourquoi on considérerait, par exemple, que la fiscalité échappe et que les citoyens ne soient concernés que par les questions de cadre de vie ou d'environnement ou les questions d'éthique. Il n'y a pas de limite, finalement, à l'intervention des citoyens. Et en fait, la démocratie délibérative, c'est la condition pour que la décision soit mieux acceptée, donc plus légitime, ce qui est un impératif en démocratie, mais aussi, de mon point de vue, qu'elle soit beaucoup plus juste, parce que, d'un certain point de vue, la captation du processus de décision par certains acteurs, par certains intérêts, contribue à ce qu'elle soit moins juste, c'est-à-dire moins efficace, et moins respectueuse des droits et des intérêts du plus grand nombre. Voilà. Cyril, ta réponse à cette grande question générique du pourquoi décliner des conventions citoyennes à l'échelle locale et ton avis sur la délibération que je connais un petit peu. Alors bonjour tout le monde, bonjour Loïc, bonjour Mélissa, et bonjour à ceux qui nous écoutent. Moi je partage totalement le constat, enfin pour la partie constat, et puis le reste aussi de ce qui vient d'être dit par Loïc Blondiot. Je pense que des décisions qui ont été partagées ne sont que plus fortes et plus comprises et acceptées par la population, et que nous avons besoin, notre pays a besoin, comme d'autres démocraties, de refonder ce qui fait société. Vous m'entendez mal ? En fait, il y a un petit bruit parasite, je pense que c'est au niveau de l'ordinateur. Il y a un petit bruit parasite. De mouvement du... Voilà, peut-être c'est mieux comme ça ? Oui, merci. Ok, c'est mieux comme ça. Donc je disais que je partage, je pense que c'est une nécessité aujourd'hui pour restimuler nos démocraties. D'abord, Loïc Blondiot le rappelait tout à l'heure, mais ce qui s'est passé avec la conférence citoyenne pour le climat a été quelque chose qui a été globalement accepté, y compris par la sphère politique qui voyait là une remise en cause à la fois de la validité de leurs décisions, quelque part de leur pouvoir. Et je pense que globalement, ça a été accepté, même si on a entendu ça et là des personnes qui disaient, bon, quand même, pourquoi on donne la parole à ces 150 citoyens ? Nous avons des députés, nous avons des experts, nous avons des conseillers, voilà. Mais globalement, c'est un processus qui a été validé. Ça, c'est extrêmement important à mon sens. Donc, du coup, le modèle qu'il faut, je pense, adapter à chaque situation, parce qu'il n'y a pas, je pense qu'il faut travailler plutôt avec l'idée de boîte à outils plutôt qu'avec l'idée d'un process qui serait défini et établi. Mais le modèle de la conférence citoyenne, je vais bêtement répéter ce qu'a dit Loïc Blondiot, c'est-à-dire des gens qui ont été non pas choisis, mais des gens qui représentent un échantillon qui est valide. Donc on a une justesse, une qualité de l'échantillon, des gens qui sont formés et des gens à qui on permet de discuter, de délibérer. Voilà, ce modèle-là fonctionne et on reconnaît que les décisions prises par ces gens sont valables et disent quelque chose. Pour ce qui concerne mon domaine d'expertise, qui est plutôt celui de la ville, voilà, Loïc Blondiot a une focale beaucoup plus large. Nous, les Citizen, on s'occupe de tout ce qui est fabrique urbaine collaborative, avec un gros focus sur tout ce qui est habitat participatif et urbanisme collaboratif. On fait aussi de la concertation, mais pas à n'importe quel prix et pas n'importe comment. Pour ce qui concerne le domaine de la ville, on voit
une quantité de projets urbains qui sont contestés par la population, par des associations. Enfin, on voit qu'il y a des remparts de non qui se dressent contre tout un tas de projets urbains. Et il nous semble que redonner la parole à la fois aux habitants, et puis après, il y a la question du périmètre aussi qui est extrêmement importante. Hein. Vers qui va-t-on aller? La question du périmètre, pour moi, elle est aussi fondamentale. Là, la question au niveau de la France, de la conférence citoyenne, ça ne se posait pas, puisque je crois même que l'ensemble des départements d'outre-mer ont été représentés. Il y a eu une attention de ce point de vue-là, mais la question du périmètre, quand on parle de conférence citoyenne locale, elle est extrêmement importante. Et ce n'est pas forcément le périmètre administratif de celui qui pose la question qui est valable. Parfois, il faut aller au-delà. Et parfois, il faut aller chercher même au-delà d'au-delà, c'est-à-dire trouver des cohérences avec des territoires dont on est dépendant. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a une complexité un peu plus grande, mais en tout cas, ça permet de se reposer des questions et de réfléchir différemment que dans le cadre uniquement de ces procédures réglementaires et de son périmètre administratif. Ensuite, nous, on est persuadés, parce qu'on le vit au quotidien, c'est notre quotidien que d'accompagner à la fois des habitants, des aménageurs et des maîtres d'ouvrage dans la co-construction des projets. Un projet qui est co-construit, un projet où tout le monde a pu s'exprimer, il est d'autant plus accepté par les gens. Il n'y a pas de problème. Je veux dire, on peut très bien accepter de renoncer à certaines choses ou au contraire en proposer et avoir l'assentiment de la majorité des gens. C'est comme ça aussi que les projets retrouvent de la pertinence. Ensuite, ça nous semble aussi extrêmement important. Là, je parle toujours dans le domaine des projets urbains et de l'aménagement du territoire. Hein. On a tout un tas de questions qui se posent à l'heure où de nouveaux élus, et c'était à eux qu'on voulait s'adresser dans notre tribune plaidoyer pour des conférences citoyennes locales, ces nouveaux élus aussi, ils ont besoin de redonner du sens et de retrouver une forme de légitimité. Et lorsque une assemblée de citoyens valide des gens qui n'ont pas intérêt à agir, ça c'est extrêmement important. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve dans les concertations? On trouve des gens qui ont le temps, premièrement, ce qui fait qu'on a quand même souvent une surreprésentation de personnes qui ont le temps d'être là. Souvent, ce sont des retraités ou des personnes qui ne travaillent pas. Voilà. On trouve des gens qui ont souvent intérêt à agir, soit un intérêt, on va dire, égoïste, particulier, parce que je ne veux pas que telle opération soit construite derrière chez moi, ou je ne veux pas des logements sociaux qui vont dévaloriser la valeur de mon bien. Voilà. Et parfois, ce sont des associations qui ont aussi d'autres intérêts à agir, mais on ne peut pas en rester là. Or, aujourd'hui, l'essentiel de la concertation sont faites avec des gens qui ont des intérêts à agir. Or, on ne peut pas additionner une somme d'intérêts particuliers, même si ces intérêts particuliers sont partagés par certains, pour arriver à un intérêt général. Donc, c'est une nécessité que d'aller vers ceux qui ne se représentent pas et ne se signalent pas en tant qu'ayant intérêt à agir, mais pour leur poser la question, globalement, si on va à la racine de la question, c'est comment on peut vivre ensemble, tous ensemble, et comment on aménage nos établissements humains, que ce soit en termes d'équipement, que ce soit en termes de services publics, que ce soit en termes d'aménité, que ce soit en termes de type de logement, de catégorie de logement, qui est-ce qu'on veut loger, des pauvres, des plus riches, des moins riches, voilà. Tout ça, ça fait partie de la question de comment je vais aménager mon espace social, mon espace de citoyen, et comment je vais pouvoir m'y épanouir et aussi permettre aux autres de s'y épanouir. Donc ça, il me semble que ça ne peut se faire qu'avec j'allais dire, des citoyens lambda. Non pas des citoyens lambda en ceux qu'ils seraient anonymes ou ceux qu'ils seraient pas plus sachants les uns que les autres, puisque la question de la formation, auquel nous, les citoyens, nous accordons extrêmement d'importance, à la fois dans nos processus d'accompagnement pour des projets d'habitat participatif, mais aussi pour des questions de projets urbains. Pour nous, c'est un préalable. On ne peut pas discuter si on n'est pas informé. Sinon, on a des discussions de café du commerce. Donc, le préalable, c'est bien sûr d'avoir des citoyens informés. Et se pose une autre question, et peut-être qu'on y viendra plus tard, mais en tout cas, moi, c'est une question qui m'intéresse, c'est la question du citoyen agissant pour la communauté. Nous sommes dans des sociétés nous sommes un petit peu égoïstes, nous voyons notre intérêt à courte vue, et le sens commun, tout ce que l'on peut partager, le sens et le projet commun a beaucoup disparu. En fait, on n'en fait plus, donc on critique notre système politique, on critique nos représentants, on va même aujourd'hui leur donner des coups de poing parce qu'un tel s'est garé devant son garage. Voilà, donc, mais il y a quand même la question de qu'est-ce qu'on fait en tant que citoyen. On ne peut plus rester
fait aussi de simples consommateurs de démocratie et aller hurler dans le mégaphone quand la décision qui a été prise ne nous plaît pas. Il faut aussi que nous trouvions des occasions et une habitude à ce que les citoyens aussi prennent la mesure de la nécessaire information et formation pour pouvoir prendre des décisions pour la communauté et des décisions qui ont du sens et que ces décisions fassent l'objet de délibération, c'est-à-dire d'échanges avec des gens qui sont d'accord, pas d'accord et qu'on réapprenne aussi à discuter ensemble sans vociférer et sans se taper dessus. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé quand même à des niveaux d'échange et des niveaux de discussion politique qui font une place de plus en plus grande à la violence. Donc, je pense que c'est extrêmement important que localement, parce que c'est aussi que localement que l'expérience de la citoyenneté s'acquiert, se développe et peut s'épanouir, il est extrêmement important que localement, nous retrouvions des méthodes qui permettent à tout un chacun de pouvoir participer à l'élaboration d'un projet commun. Et le projet de la ville, l'aire de la ville rend libre, disait-on, mais c'est surtout la ville, c'est aussi là où on a une concentration de personnes, on a une concentration d'individualités, et c'est aussi là qu'on apprend à vivre ensemble, parce qu'il y a une promiscuité, voilà, c'est là qu'on peut apprendre à lire la démocratie, même s'il y a eu d'autres. Je me permets de rebondir là-dessus, pour passer justement à un autre angle d'attaque qui est, donc on s'accorde tous les trois à dire que la délibération est nécessaire, d'autant plus légitime à l'échelle territoriale, dans la mesure où aussi on est sur des problématiques qui sont proches des citoyens et où les citoyens sont en fait déjà aussi sachants du fait de leur expérience de vie, tout simplement du territoire. On a un contexte aussi qui est particulier, où les élus aujourd'hui ont été élus dans un contexte de très forte abstention, de défis socio-écologiques, d'une crise économique qui nous guette, qui génère quand même énormément de difficultés aussi à arbitrer entre différents choix politiques possibles. Mais la question que se posent certainement nos auditeurs, c'est comment ce modèle de convention citoyenne est-il adaptable à l'échelle locale? Est-ce qu'il est pertinent? Comment je passe, par exemple, à l'échelle de mon territoire, de 250 000 numéros de téléphone sélectionnés à l'échelle nationale pour trouver les 150 citoyens dans le cadre de mon budget? Voilà, quelle déclinaison possible à l'échelle locale? Comment on adapte en fait ce dispositif si on veut générer de la délibération dans les territoires pour répondre, engager les citoyens dans la prise de décision et des arbitrages contraignants pour les collectivités? Je garde la parole, Mélissa, ou c'est une question qui m'est posée, ou c'est Loïc qui prend la parole? Je ne voudrais pas la monopoliser. Ah, j'entends plus. Je n'entends plus rien, je suis désolé. Oui, on n'entend plus. Ah, j'ai parlé dans le vide. Vas-y, voilà. Puisque ton micro est ouvert, n'hésite pas. On va garder les interventions courtes pour que ce soit plus dynamique. Alors, je te laisse la parole sur cette… Vraiment la question de l'adaptation. Qu'est-ce qui… du modèle, qu'est-ce que tu en retiens, toi, au niveau territorial? Qu'est-ce qui te paraît pertinent? Je vais essayer de faire court. Je pense que qui que ce soit, un élu ou un porteur de projet en matière d'immobilier, de projets urbains, je pense que toutes les personnes qui sont aujourd'hui ce que j'appelle les professionnels de la ville, les professionnels de la ville, ce sont qui? Ce sont des élus, ce sont des bureaux d'études techniques, ce sont des maîtrises d'œuvre, des maîtrises d'ouvrage, des investisseurs, des promoteurs. Aujourd'hui, la ville se fait avec ces professionnels. Je dis la ville se fait à dessein, puisqu'il y a des particuliers qui construisent leur maison dans le périurbain, mais là n'est pas la question. Mais aujourd'hui, les professionnels de la ville, aujourd'hui, vivent en vase clos. Et ils ne vont à la rencontre des citoyens que par des processus de concertation. Je pense que n'importe quel de ces professionnels qui ont eu à subir, puisque pour eux, c'est pas très drôle, des réunions de concertation, des associations qui sont contre et tout ça, qui ont perdu beaucoup de temps. C'est ce qu'on écrit avec le sens de la vie dans cette tribune. Je pense qu'on perd beaucoup de temps aujourd'hui, beaucoup d'argent, donc beaucoup d'énergie, beaucoup de disputes qui sont générées par ces méthodes. Je pense qu'aujourd'hui, si on dit à ces professionnels, OK, on va voir les choses différemment, on va peut-être déjà commencer depuis le départ, peut-être poser la question du projet. OK, il y a un terrain, il y a une volonté de faire quelque chose, mais peut-être qu'on va faire acquérir ce projet en demandant aux gens. Voilà. Et si on construit dès le départ ce dialogue, en identifiant bien quelles sont les contraintes et les attendus des uns et des autres, il ne s'agit pas que la population décide de ce qui doit être fait. On est dans un cadre d'un ensemble d'acteurs où il y a des propriétaires fonciers, où il y a des intérêts financiers, où il y a tout un tas d'intérêts divers. Donc il s'agit de mettre ça sur la table. Aujourd'hui, ces sujets-là ne sont pas abordés.
Et je pense que la discussion là, ces professionnels, ils préfèrent l'avoir de manière apaisée, avec des gens qui sont informés, qui ne sont pas partisans, qui n'ont pas d'intérêt à agir. Et là, on peut avoir une vraie discussion. Donc, je ne vois pas pourquoi, ni même comment, les équipes municipales en place redouteraient ce type de dispositif, puisque c'est plutôt un cadre extrêmement apaisé, neutre, où l'on permet à des gens qui sont informés d'avoir une discussion et des délibérations sur des sujets qui rassemblent tout le monde. Donc, en termes de conditions de la possibilité d'un dialogue constructif, ça me semble beaucoup plus intéressant. Plutôt que de, alors bien sûr, il y a des procédures à respecter, mais je pense qu'on peut quand même essayer, dans le cadre de ces procédures, de construire les choses différemment. Ensuite, comment on fait une ville? Alors, la question, c'est quoi? La question des petites villes, peut-être, ou des villes moyennes qui n'ont pas des budgets colossaux à dépenser? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut faire atterrir ces méthodologies vraiment selon les contextes, selon les phases de projet aussi, selon les questions qui se posent. Il n'y a pas pour moi on ne va pas faire une convention citoyenne locale, c'est comme ça, et puis pas autrement. Il n'y a pas de validation. Je pense qu'à chaque fois, il faut qu'il y ait un comité, peut-être un comité d'éthique, vous l'aviez appelé comité de gouvernance, Loïc, qui soit là pour réfléchir aux conditions. Il faut l'ouvrir, effectivement. Il faut investir dans un comité qui va réfléchir à comment on va pouvoir faire atterrir. Ensuite, on trouve les solutions. Tout le monde a les listes électorales. Si on ne veut s'intéresser qu'au public des personnes qui votent, parce que il faut aussi avoir en tête que notre population française, il y a quand même pas mal de personnes en dessous de 18 ans. Comment on va les chercher? Comment on se soucie de savoir ce que veulent les enfants de 10 ans qui habitent telle cité ou tel quartier? Là aussi, il faut aussi se poser la question des procédures actuelles où on éjecte de la discussion tout un tas de publics qui vivent la ville peut-être de manière davantage plus intense que nous. Donc moi, je pense pas que pour moi, c'est pas vraiment une question, ça ne doit pas être un frein. Une collectivité bien accompagnée avec de la méthodologie, avec des gens qui vont pouvoir construire un dispositif visant à avoir une discussion construite et éclairée, je pense que n'importe quelle collectivité, quelle que soit sa taille et quel que soit son budget, peut y arriver. Ce n'est pas pour moi un frein à la mise en place des conférences citoyennes locales. Et il y a des principes à retenir. Il y a aussi la bonne foi des interlocuteurs et des différentes parties prenantes. Et je pense que si on tient les principes, et si on est partant et si on est de bonne foi, on arrive à bonne fin. Et on arrive à bonne fin en ayant non pas contenté tout le monde, mais en tout cas chacun aura eu le plaisir de discuter avec l'autre, de changer d'avis, de se faire retourner, d'amener des arguments, et aura construit et fondé la décision qui ensuite sera validée ou pas par le vote de cette conférence et ensuite par la mise en œuvre ou pas des élus. Mais au moins on est sur des bases. Loïc, pas de recette magique non plus? Excuse-moi Cyril, j'interromps parce que le temps file. Je vais essayer de compléter ce qu'a dit Cyril assez rapidement en insistant vraiment sur les conditions d'effectivité ou de réussite de ce type de démarche à l'échelle locale. D'abord, je le répète et je le rappelle, il faut qu'il y ait un enjeu. Il n'est pas question d'organiser ce type de démarche lorsque l'élu ou l'exécutif ne souhaite en aucun cas concéder la décision qu'il souhaite prendre. Dès lors qu'il n'envisage même pas de changer ses choix initiaux, ou dès lors qu'il s'est engagé au travers de son programme sur une décision particulière, il ne faut pas qu'il prétende faire semblant d'y associer les citoyens et de la discuter. Parce que là, les effets de déception, de frustration produits sont absolument vertigineux. Ça, c'est la première remarque. Il faut qu'il y ait un enjeu, il faut qu'il y ait une possibilité d'influence sur la décision de ces dispositifs. Si elle n'est pas ouverte, cette possibilité, il ne faut pas, mais absolument pas avoir recours à la concertation. Et en fait, la pseudo-concertation tue la concertation. Et bon, ça, c'est première remarque. Deuxième remarque, il faut des moyens. Ça a l'air facile à dire comme ça, notamment pour les petites collectivités, mais on ne fait pas ça dans l'improvisation, sans un minimum d'équipement à la fois intellectuel, c'est-à-dire, bon, voilà, comme l'a dit Cyril, il y a des principes, il y a des gens qui maîtrisent, moi je dirige à la Sorbonne un master d'ingénierie de la concertation, il y a des professionnels maintenant, alors qui ne doivent pas monopoliser
monopoliser la maîtrise de ces dispositifs, mais en fait, ça ne s'improvise pas. Ça se construit, et ça se construit en fonction des objectifs, en fonction du problème, en fonction des moyens, en fonction du public qui est visé. Il y a effectivement des publics qui sont beaucoup plus difficiles à aller chercher que d'autres. Il faut savoir comment aller les chercher. Donc, il faut des savoir-faire, il faut de l'ingénierie. Troisième condition, il faut un minimum de temps. En fait, il y a très souvent, on le dit souvent, un télescopage entre le temps de la démocratie, le temps de la décision, le temps de la politique électorale, mais essayer de déployer un processus délibératif comparable à l'échelle locale à ce qu'a fait la Convention citoyenne, ça demande un minimum de temps, parce que le temps est nécessaire non seulement à l'information, à la formation des citoyens, à la construction de leurs décisions, mais il est nécessaire aussi à l'instauration d'un minimum de confiance. Parce que pour créer ce genre pour lancer ce type de processus, il faut un minimum de confiance. Or, la confiance est tellement dégradée entre les citoyens et les pouvoirs et les autorités, quels qu'ils soient, et les experts, quels qu'ils soient, que ce temps est nécessaire. Et puis, lorsqu'il s'agit de mettre en place une convention citoyenne ou une conférence citoyenne ou un jury citoyen, l'impartialité du processus d'organisation, l'impartialité du cadre d'organisation me paraît impérative. Alors là, pour le coup, ça devient extrêmement compliqué à l'échelle locale, ça l'est aussi à l'échelle nationale, mais il est rare que les élus acceptent de déléguer cette maîtrise d'œuvre de la participation à quelqu'un qui ne contrôle pas. Et on voit ce problème dans les conseils de développement, on voit ce problème dans les conseils de quartier, le réflexe qui est celui du verrouillage. Alors que pour que les citoyens aient confiance, pour que le processus soit véritablement impartial, pour qu'on soit sûr que la formation ne soit pas biaisée et que l'intégrité de la délibération soit là, il faut un certain niveau d'impartialité et se pose le problème des agents spécialisés dans la participation au sein des collectivités locales. Peuvent-ils avoir cette impartialité? Non, si on fait une convention citoyenne, il faut ouvrir, il faut mettre en place un comité de pilotage. Bon. Et puis, dernier point, il faut, et ça, bon, ça n'a pas été dit, mais c'est tellement évident qu'il faut le rappeler, il faut un changement de posture. Un changement de posture, c'est-à-dire un changement d'attitude. Il faut un certain courage politique pour jouer véritablement le jeu de la participation, mais il faut aussi une certaine humilité et refuser de répondre à l'injonction qui est souvent faite aux élus d'avoir réponse à tout, d'être les responsables uniques, qu'à la fois on vénère, en tout cas qu'on sacralise bizarrement dans notre société, mais qu'en même temps on aime haïr, on aime détester, on aime refuser. C'est-à-dire que cette humilité qui consiste à dire je ne sais pas tout et on va essayer de construire ensemble, on va essayer de fabriquer du commun, c'est absolument nécessaire. Voilà. Je rebondis juste 2 secondes, Mélissa, sur la question de l'impartialité. C'est extrêmement important. Nous, on a l'envie, avec le sens de la ville, de travailler sur un projet d'urbanisme participatif, mais dès le départ. C'est-à-dire, on part de zéro, il y a un terrain, il y a un propriétaire qui veut vendre, il y a une équation économique, on connaît quelques données, et ensuite on construit le reste. Et du coup, on voulait faire analyser notre méthodologie par des chercheurs. Et évidemment, on avait identifié Loïc Blondiot ou Marie-Hélène Baquet pour justement avoir ce regard du monde de la recherche, ce regard neutre, ce regard des passionnés qui va venir ausculter et qui va analyser le processus de décision et dans quelle mesure cette décision a été prise, a été fondée. Mais il y a aussi des gens qui s'appellent les garants de la concertation, qui sont identifiés par la CNDP. Ce sont des personnes qui sont là pour dire ok, il y a la concertation, elle s'est bien faite ou elle s'est mal faite. Je pense que ces personnes neutres, ce sont de tierces personnes qui n'appartiennent ni à l'équipe des consultants qui vont être pris par la collectivité locale, ni à la collectivité locale, ni au grand public, qui sont des personnes
aguerris, qui ont un petit peu de bouteille, qui en ont vu, des vertes et des pas mûres, qui sont capables de distinguer entre les mots, les différents jeux d'acteurs. Voilà, ces personnes-là, je pense qu'elles peuvent être mobilisées. En tout cas, elles sont mobilisables. Il en existe partout en France. Voilà, donc ce sont aussi des outils que l'on peut utiliser à moindre coût. Je pense à des petites collectivités pour garantir la question de l'impartialité, en tout cas de la confiance, puisque c'est vrai que la notion de temps, c'est important, et je rajouterai une autre condition. Ce qui est important, c'est aussi de se voir et de discuter ensemble, et aussi à la fin de boire un verre pour parler un petit peu d'autre chose et pour se rencontrer. On n'est pas uniquement des machines qui pensent sur un sujet. Il est aussi important que nous puissions déployer nos sociabilités, que nous puissions avoir des échanges interhumains à la fin pour savoir qui est qui. Ces moments présentiels, ils sont extrêmement importants, et j'allais dire qu'ils sont plus importants, non pas forcément quand on travaille, mais parce qu'il se passe après. Parce que la confiance, elle s'établit aussi là. Je peux avoir été impressionné par un tel qui a développé un argument qui m'a fait changer d'avis et dire oui, cette personne est intéressante. Mais finalement, la discussion que je vais avoir avec lui en buvant un verre après cette discussion, le fait de me rendre compte que peut-être on connaît des gens en commun, ou qu'en tout cas, voilà. Et c'est ça qui fonde la confiance, la rencontre avec les gens. C'est pas pour rien si les théoriciens, je crois que c'est Habermas, ont bien expliqué ce qui s'était passé dans les cafés. Dans les cafés, je veux dire, c'est là qu'on a inventé la démocratie, c'est là qu'on a délibéré, c'est là qu'on a fait de la politique. Voilà. Et ben après, nous, à chaque fois qu'on organise sur des projets d'habitat participatif et même des concertations, à chaque fois on insiste, mais prévoyons quelque chose après pour que les gens restent un petit peu, qu'ils puissent discuter. Déjà qu'ils puissent aussi avoir le plaisir de discuter avec Monsieur le maire, qui n'est pas quelqu'un de forcément hyper accessible, mais qui discutent les uns les autres, et puis voilà, prendre une demi-heure, trois quarts d'heure, peut-être parfois une heure, pour discuter ensuite. C'est aussi ça qui fait la qualité et la validité d'une vraie conférence citoyenne, en tout cas d'un vrai moment de délibération. Parce qu'au-delà des arguments et au-delà de nos différences, on peut aussi se rencontrer en tant qu'être humain, en tant que personne que l'on va respecter parce qu'elle est juste en face de soi, et on attend la réciprocité de ce respect. Et ce respect-là, il est aussi à la base de toute action politique, de toute action micropolitique. C'est aussi par ça que l'on recrée des processus et un environnement qui permet à une communauté de s'engager dans un projet commun. Ça nous semble être la base. C'est pour ça que nous, chez les citoyens, on développe aussi des outils web et tout ça, mais il faut aussi avoir en tête qu'il faut bien replacer la question de l'outillage avec la question de la méthodologie. Tout cela est extrêmement, il faut vraiment associer les deux. Je sais que Citizen Lab, vous avez aussi une attention là-dessus, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler. Tout à fait. Et ce que vous dites tous les deux à ce sujet des conditions de réussite, ça résonne beaucoup avec un papier qui est sorti hier par les grandes coïncidences de la vie, écrit par le chercheur Nicolas Rio sur justement la déclinaison des conventions citoyennes à l'échelle locale. Je ferai passer le papier aux participants s'ils le souhaitent. Et en fait, il clôture son écrit par 4 recommandations qui résonnent vraiment avec ce qu'on a dit ensemble ici. C'est bien définir ce mandat, à quelles questions est-ce qu'on va répondre réellement, est-ce qu'on est bien dans un champ d'intervention de la collectivité, ou en tout cas de l'équipe qui initie cette convention pour ne pas générer de déception, être en capacité d'honorer ses promesses, ses engagements. Il insiste aussi sur la représentativité sociologique et géographique. Alors ça, c'est bien de le dire, mais là, il y a beaucoup plus de complexité dans la mise en place, évidemment, de ce pool de citoyens tirés au sort ou définis par d'autres méthodes. Il insiste, et ça c'est ce que tu disais Cyril, sur la controverse, l'importance de valoriser les échanges qui ne vont pas forcément être paisibles, et de sortir de la volonté d'être uniquement le récepteur d'un énième rapport, mais d'être vraiment dans une posture d'écoute des arguments, des éléments qui vont être partagés. Ça, c'est vraiment un changement de paradigme, je pense, pour beaucoup d'équipes. Et puis Oui, finalement… les équipes, faut pas considérer que les équipes en place sont des grands méchants loups. Nous, on croise quand même beaucoup de gens qui ont envie de bien faire. Et c'est aussi ce qu'on écrit. Il y a des gens, il y a des maîtrises d'ouvrage qui ont envie de bien faire, qui sont vraiment embardés des meilleures intentions. Sauf que les dispositifs actuels, et notamment de concertation classique, ne permettent pas ça, parce que structurellement, ça ne peut pas produire ça. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'écoute. Et les élus aujourd'hui qui s'engagent dans la vie publique, sachant le sacerdoce et de ce qu'est la vie d'un élu, je pense que la plupart du temps, ils sont de bonne foi. En tout cas, nous, on considère qu'il y a quand même beaucoup de
gens de grande valeur et qui ont vraiment envie de changer les choses là-dedans. Ah, puis c'est ma conviction également. Et puis le dernier point en fait, que Nicolas Rieu nous partage, on en a un peu moins parlé, simplement en introduction avec la Convention citoyenne pour le climat peut-être, c'est vraiment la volonté, enfin la nécessité d'ouvrir sur l'extérieur avec un vote, mais le vote peut être fait aussi au niveau du conseil municipal ou du conseil communautaire, tout autant qu'au niveau de la population dans son ensemble. Voilà. Je sais pas, Loïc, tu veux réagir là-dessus? Oui, ce dernier point est tout à fait important, c'est-à-dire que si il y a deux choses en jeu derrière ça. Si la Convention citoyenne est une boîte noire, c'est-à-dire si les gens qui sont à l'extérieur ne savent absolument pas ce qui s'y passe, ne comprennent pas ce qui s'y passe et ne sont pas associés d'une manière ou d'une autre à ce qui s'y passe. Nous, on avait mis en place une plateforme où les citoyens extérieurs, les organisations extérieures pouvaient contribuer au travail des 150. Il y a peu de chances pour que finalement ils considèrent ou accordent la moindre importance à ce que vont produire les citoyens. Ça leur échappe. Hein. Bon, c'est comme bon voilà, il faut un certain degré de publicité du dispositif. Et la deuxième chose, il faut une connexion qui soit visible, prévu avec le processus de décision. Alors, nous, je l'avais dit, c'est simplement l'engagement d'Emmanuel Macron. En se disant, on avait fait le pari qu'il ne pourrait pas complètement trahir cet engagement parce que la parole du président de la République, aussi solennellement émise. Mais l'idée, par exemple, qu'il y ait une délibération obligatoire du conseil municipal sur l'avis de la Convention citoyenne, c'est quelque chose qui remplit en quelque sorte cette fonction parce que ça oblige l'exécutif à se justifier de l'usage qu'il va faire de la parole citoyenne et de la contribution. Il se peut que le conseil municipal ou la majorité municipale refuse les préconisations, mais elle sera obligée de le faire en se justifiant. Et pour moi, ça, c'est quelque chose d'absolument capital qui concrétise la coexistence possible entre la démocratie représentative et la démocratie délibérative. Mélissa Montoria. Oui, merci. Merci pour cet élément. Finalement, la recherche de l'intérêt général, si elle se fait de façon pleine et entière, se fera toujours à tâtons. Elle est coûteuse, longue, difficile. On expérimente différents processus et on a quelques questions de précision de nos auditeurs ou du public. C'est intéressant d'ailleurs. Oui. Ouais, très intéressante. Est-ce que vous les voyez aussi comme moi? Est-ce que vous souhaitez tout de suite rebondir sur l'une d'entre elles? Alors moi, vraiment, elles sont liées, en tout cas les deux premières sont complètement liées. Comment impliquer les personnes qui n'ont pas le temps et pas d'intérêt à agir? Oui, cette question de la disponibilité des citoyens, c'est une question absolument essentielle. Dans un monde idéal, dans une société idéale, nous devrions avoir du temps à consacrer à la vie publique. Hein, et vous le savez, à Athènes, il y avait possibilité d'indemnisation de ceux qui participaient aux travaux de l'Assemblée, ce qui permettait aux plus pauvres d'y participer. Ça, c'est quelque chose d'absolument capital, c'est-à-dire que l'indemnisation dans ce contexte ou l'abaissement des coûts de la participation est absolument capital. Il est beaucoup plus coûteux pour un actif indépendant de participer à ça que pour un retraité. Et quand vous ajoutez à ça le diplôme, en tout cas le fait qu'aujourd'hui l'accès à la parole publique soit beaucoup plus compliqué pour certaines catégories que pour d'autres, il faut impérativement le concevoir. Donc l'idée de garde d'enfants, l'idée d'indemnisation, voire si le processus exige un investissement plus fort, l'indemnisation, nous avions payé les citoyens au tarif des jurés d'assises, c'est-à-dire une indemnisation forfaitaire de 80 €. Et pour ceux qui travaillaient le dimanche et pour qui ça représentait une perte, il y avait un phénomène de compensation des heures, des salaires ou des heures de travail perdues, là encore en discussion avec eux. C'est absolument indispensable, sinon vous n'aurez que les suspects usuels, c'est-à-dire ceux qui ont du temps et ceux qui ont surtout l'envie
de participer parce que, en fait, la discussion politique, c'est leur truc. Et donc, vous aurez des échantillons qui seront complètement biaisés par cette variable de la politisation préalable. Donc, pour moi, alors, l'intérêt à agir, ça, c'est un point capital. Il y a deux extrêmes. Hein. Soit finalement on intègre dans la discussion que ceux qui ont un intérêt à agir et on considère que c'est les seuls qui sont légitimes à prendre la parole, qui ont un intérêt constitué. Soit on essaye cette chimère de n'avoir que des gens qui sont désintéressés. Ça n'existe pas, le désintéressement complet à l'égard d'un enjeu. Des gens qui ont un intérêt plus ou moins direct par rapport à la décision à prendre, mais ce qui se passe dans un dispositif comme la Convention citoyenne, c'est qu'assez rapidement, ceux qui ont un intérêt à agir, ou en tout cas qui ont un engagement préalable très fort dans le domaine de discussion, ne sont pas en mesure de tenir ce rôle face à la diversité des gens auxquels ils ont affaire. Et en fait, ce qui est absolument formidable, lorsque le dispositif est suffisamment rigoureux et prend du temps, c'est que tout le monde, finalement, finit par se placer plus ou moins du côté de l'intérêt général. C'est-à-dire que l'intérêt général, il se construit. Il n'y a pas opposition intérêt constitué à intérêt général. Il se construit dans la discussion par déplacement progressif des positions des uns et des autres. Et alors évidemment, ce type de dispositif est orienté vers le consensus. Mais il faut l'accepter, ça. C'est-à-dire qu'en France, le mot consensus est un mot qui fait peur, que les gens n'aiment pas, etc. Mais oui, nos sociétés, elles souffrent de la polarisation, de l'incapacité de s'entendre, de l'incapacité de passer des compromis même. Des compromis, hein, ça n'est pas un gros mot, le compromis. Et donc, du coup, moi, j'insistais beaucoup sur l'atmosphère dans laquelle s'étaient déroulées ces délibérations, en la comparant à celle de l'Assemblée nationale. On était aux antipodes, on avait des gens qui s'écoutaient, qui se respectaient, qui, d'un certain point de vue, accusaient réception de ce que l'autre disait à chaque fois que l'autre parlait. Et ça, à mon avis, c'est une des forces particulières de cette délibération citoyenne. La qualité du dialogue, je suis d'accord avec vous, quand on voit le spectacle que peuvent donner parfois nos parlementaires à la télévision lorsqu'ils se savent filmer et qu'on a devant nous des gens qui s'écharpent et qui sont très loin du dialogue républicain. On est tout à fait d'accord sur la qualité qui peut exister dans ce type d'instance. Je partage tout à fait. Juste pour la question de l'intérêt à agir, effectivement, il n'y a pas de personnes qui n'ont pas intérêt à agir. Il faut être aussi intéressé par les affaires de la cité. Alors, comment on peut faire pour aller les chercher? Bon, ça dépend quel type de public on va aller chercher. Moi, ce que je trouverais intéressant de creuser, si je rêve un petit peu, finalement, si je rêve un petit peu, moi, ce qui m'intéresserait, c'est aussi de construire le statut d'un citoyen agissant. Aujourd'hui, on nous parle de service civique pour, semble-t-il, que les jeunes Français se rendent compte maintenant qu'il n'y a plus de service militaire où on pouvait faire un brassage. Mais je pense que réinventer notre démocratie, c'est aussi peut-être permettre à tout un chacun de pouvoir s'investir pour les affaires de la cité pendant un certain laps de temps de sa vie et peut-être d'être rémunéré pour cela et peut-être d'être déchargé de certaines obligations financières. Voilà, je pense qu'il y a tout un tas de talents et puis aussi, ne serait-ce que pour se ressourcer, ne serait-ce que pour aussi faire autre chose. On peut choisir, on pourrait avoir je ne sais pas moi, une possibilité, ou peut-être même une obligation, pourquoi pas, car nous profitons tous les jours de la démocratie, nous profitons tous les jours des services de notre République, nous profitons de l'hôpital, nous profitons de l'éducation et des services associés. Voilà, peut-être pourrait-il y avoir une forme de statut d'un citoyen, mais de citoyen agissant, non pas juste le citoyen qui vient relever les comptes de son supermarché de la démocratie, qui fait ses courses pour ce qui l'intéresse et qui laisse le reste. Et là, du coup, on aurait peut-être un autre rapport et on arrêterait d'opposer, c'est aussi ce qu'on dit avec le sens de la vie, arrêtons d'opposer démocratie représentative et démocratie participative. On est juste là pour réactualiser nos processus de décision ensemble. Donc ça, j'allais dire, c'est de l'argot. Moi, en tout cas, ça ne m'intéresse pas, ce type de débat. Parce que ce qui m'intéresse, c'est comment tout un chacun peut remplir son rôle et faire avancer la machine et faire avancer le bien commun. Donc, Pardon, si je pousse un peu, Cyril, ce que tu dis, ça pourrait aussi répondre à la question de Gérald qui nous disait comment inscrire cette dynamique dans la durée du mandat. oui, ce serait quoi? Ce serait une convention citoyenne permanente avec des personnes qui seraient
potentiellement Alors, acteur en alors permanence de différents sujets? Non, encore une fois, moi, non, non, non. je ne sais pas forcément, non, 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 je pense pas. Non, c'est pas ça. Je pense qu'il ne faut pas chercher de modèle. Chaque contexte a défini, j'allais dire, va définir rétroactivement les conditions de l'organisation de ces conférences. Mais moi, il y a des choses très simples. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Alors, je ne sais pas d'ailleurs si on peut le faire, c'est à vérifier avec les collectivités locales. Mais on sait que certaines collectivités locales ont des équipements. Mais peut-être dire à telle personne qui va s'engager, qui va venir, peut-être, on va prendre le même nombre d'événements que la conférence citoyenne pour le climat, 9 événements, voilà, 9 week-ends vont être consacrés à ça, mais peut-être lui dire, peut-être que le parking, vous n'allez pendant un an, vous n'allez peut-être pas payer les places de parking, ou peut-être que vous allez avoir des tarifs préférentiels pour la piscine municipale, ou peut-être que voilà, que l'investissement pour la communauté et la collectivité qui représente cette communauté puisse en retour aussi, j'allais dire, dédommager cet investissement, parce que c'est pas que les gens forcément en aient besoin, mais je pense que déjà symboliquement, il y a des gestes à faire là-dessus. Ensuite, sur la question de comment on doit faire, est-ce qu'il faut plusieurs conférences citoyennes locales, est-ce qu'il faut en installer une, moi je pense qu'il faut éviter le risque de professionnalisation du modèle du citoyen agissant. Je pense que c'est bien que chacun, une fois dans sa vie, puisse participer à ce type de choses. Je pense qu'il ne faut pas non plus trop renouveler, voilà, et que les sujets vont se poser en fonction des lieux, des contextes, qu'on adaptera les choses là. Je pense ça. Il n'y a pas forcément de méthodologie, il y a une vraie réflexion en amont qu'il ne faut vraiment pas occulter en s'entourant d'un comité d'experts et indépendants où il faut réfléchir à comment on va mettre en œuvre ça. Et ensuite, pour la question des indemnités, pour la question, voilà, ça peut coûter de l'argent, comme ça peut aussi se faire de manière un peu plus indolore, en des espèces d'échanges, de services, de reconnaissance de voilà, telle personne a œuvré pour le bien commun, et la collectivité lui offre tel avantage pendant tel laps de temps. Et Loïc, il faut éviter la professionnalisation à tout prix de Alors ces instances. c'est vraiment quelque chose qui me paraît tout à fait essentiel. En ce moment, on assiste. Alors, vous savez que ces assemblées citoyennes, elles se répandent aujourd'hui à travers le monde. Hein. Il y a un rapport de l'OCDE là qui est sorti il y a quelques semaines, qui recensait, inventoriait 250 expériences d'assemblées citoyennes à travers le monde, et ça devient une forme, alors je dirais pas normale, mais une forme possible de prise de décision et de gouvernement dans nos démocraties. Et on va expérimenter en Belgique, dans la communauté germanophone de Belgique, l'institutionnalisation, donc dans la durée, d'une assemblée citoyenne tirée au sort qui fonctionnerait aux côtés des deux assemblées classiques de cette communauté germanophone de Belgique. Donc on est à une échelle locale, hein, ça pourrait être une échelle municipale. Mais il y a un processus de turnover qui me paraît tout à fait essentiel dans cette expérience, c'est-à-dire qu'en fait, ces citoyens, ils vont, d'un certain point de vue, permettre à d'autres citoyens de composer sur certains sujets. Donc, c'est eux qui vont piloter des conventions citoyennes, hein, avec un renouvellement régulier à la fois de ceux qui font partie de l'Assemblée et de ceux qui vont plancher sur différents sujets. Pour moi, ça me paraît tout à fait impératif parce que sinon, on retrouve les défauts de la professionnalisation politique, hein, qui sont des défauts absolument majeurs et qui, aujourd'hui, sont à l'origine de beaucoup des problèmes de nos démocraties. Il faut, bon. Et donc, alors, il y a une autre question là, qui apparaît dans la discussion, c'est est-ce que tous les sujets peuvent faire l'objet de conventions? Je dis non. Les sujets qui ont été en quelque sorte, qui sont sanctuarisés du fait des engagements préalables de campagne. Quand la campagne électorale s'est faite sur des sujets majeurs, où les équipes municipales se sont engagées en disant qu'elles le feraient et qu'on peut supposer très raisonnablement que les citoyens ont voté pour que ce programme soit appliqué, là, il est hors de question finalement de remettre en cause, d'ouvrir une discussion sur l'opportunité. On peut ouvrir des discussions sur les modalités, mais pas sur l'opportunité des sujets. Sinon, ce serait nier complètement l'intérêt de la démocratie représentative, ce serait nier
l'existence de partis politiques, ce serait nier l'existence de programmes politiques. Ça voudrait dire que tout est ouvert en permanence et ça n'est pas concevable. Mais bien heureusement ou malheureusement, dans nos sociétés, il y a plein de sujets, il y a plein de décisions à prendre qui échappent, soit parce qu'elles se posent sur des questions nouvelles, bon, etc. Et puis, l'autre question qui est appelée par Sarah dans le fil, qui dit oui, c'est bien beau le consensus, mais il faut quelquefois des décisions radicales, il faut trancher. Hein. On a cette vision mythique ou métaphorique de la décision tranchée, il faut y aller, la décision héroïque, ce que j'appelle la vision héroïque de la décision. Non, je pense que ça n'est pas possible. Cette vision churchillienne de la décision, où on a un pouvoir qui dit c'est comme ça, c'est pas autrement, etc. Ça, c'est une vision qui est devenue obsolète. Et j'en parle en particulier en ce qui concerne l'environnement. En matière environnementale, tous ceux qui suivent un peu ces dossiers savent que pour limiter les conséquences de l'effondrement, il faut prendre des décisions courageuses. Mais dans l'état actuel des choses, ces décisions ne pourront être prises qu'avec les citoyens, avec leur contribution, avec dans l'état actuel des choses aussi, des rapports de force politique, avec leur pression citoyenne, parce que c'est la condition pour qu'elles soient acceptées, et puis c'est la condition aussi pour que ces décisions ne fassent pas trop de dégâts sociaux. Ce qu'on oublie souvent dans la Convention citoyenne, c'est cette dimension de justice sociale. C'est-à-dire que les citoyens, d'un certain point de vue, à chaque fois qu'ils faisaient une proposition, avaient pesé avant les effets de cette proposition sur les plus pauvres. Parce qu'il y en a beaucoup qui font partie de ces plus pauvres et qui font partie des gens qui pouvaient être victimes d'un certain nombre d'injustices dans ce processus de transition écologique. Donc pour moi, finalement, cette aversion au consensus, qui est une spécificité française bizarre, et qui va dans le sens de l'évolution de toutes nos sociétés, hein, qui vont vers la polarisation, qui vont vers l'antagonisme, hein, la négation de l'autre. Pour moi, c'est une erreur, y compris une erreur stratégique pour ceux qui veulent vraiment une transition économique et une transition écologique, les deux ensemble, une vraie transition sociétale. Ils n'y parviendront que par cette voie-là. Ils y parviendront aussi. Ça ne veut pas dire que faire pression dans la rue, tous les phénomènes de désobéissance civile ne peuvent pas avoir d'impact, hein, mais tout ça est complémentaire. Hein, dans l'ordre de la décision et dans l'ordre du processus institutionnel, pour moi, il n'y a que comme ça qu'on changera véritablement, en y associant les citoyens. Et la preuve, c'est que ces 150 citoyens qui n'étaient pas tous des écolos, loin s'en faut. Hein. On sait maintenant, et on peut vérifier, donner la preuve, que leur opinion ne divergeait pas beaucoup de l'opinion du reste des citoyens sur le changement climatique. On en a la preuve, puisqu'on a fait un sondage avec les mêmes questions au début du processus auprès des citoyens et auprès de l'ensemble. Donc, ce n'était pas des écolos. Et ben, après de l'information, après de la délibération, ils en sont venus à prendre des propositions qui allaient dans le sens de la transition. Voilà. Juste un petit exemple sur cette question, faut-il prendre des décisions radicales? Je partage absolument ce que vient de dire Loïc Blondiau. Juste un exemple, c'était un projet d'habitat participatif, et vous savez, ou pas d'ailleurs, que dans les projets d'habitat participatif, la première chose que demande l'ensemble des ménages, c'est d'avoir un lieu, une espèce de salle où il peut y avoir de réunion, voilà, un lieu commun où il peut se passer des choses, et finalement, souvent dans l'imaginaire et dans la réalité aussi, cette salle commune qui peut servir à plein de choses incarne la dimension participative et de projet commun de l'ensemble du groupe. Sur un projet, pour des contraintes liées à des contraintes de sol extrêmement compliquées et donc qui engageaient des surcoûts techniques faramineux, il a été expliqué au groupe, on leur a présenté le bilan de l'opération, hein, c'est bête, un bilan, c'est dépenses, recettes, voilà, et la salle en question qui était prévue dans une infrastructure donc qui coûtait cher, il fallait sortir de la terre, la traiter. Finalement, la salle en question, elle coûtait en coût de construction 2 ou 3 fois plus cher que le prix pour construire leur logement. Et c'était très simple, hein. Cette salle avait un coût, c'était autour de 300 000 euros, et le bilan était déficitaire de 300 000 euros. On a expliqué tout ça, on a tout expliqué, on a fait toutes les optimisations possibles avec les architectes, les bureaux d'études, voilà. Mais il y avait ça. Et ce sont les gens eux-mêmes qui ont pris la radicale décision de se passer de cette salle commune et qu'on a troqué pour des espaces de circulation, c'est-à-dire des couloirs un peu plus amples pour qu'il puisse y avoir une convivialité dans les espaces de circulation. Donc la radicalité, je ne sais pas si c'est ce que visait Sarah, mais on peut prendre des décisions fortes dès l'instant aussi
où on peut prendre ses responsabilités dès l'instant aussi où on a les éléments. Et je ne dis pas ça contre ce que disait Loïc Blandou sur la question, on ne sait pas ici faire du consensus, on ne sait pas faire des décisions, ou ne serait-ce que la première des choses, on écoute l'autre et puis on essaie de réfléchir ensemble avec lui comment on peut avancer. On peut aussi faire des grands sauts en avant. On peut aussi, mais pour ça, il faut aussi être informé et puis être en mesure de faire des choix. Et à plusieurs reprises, j'ai eu des occasions où des gens ont fait des grands choix, des choix radicaux, mais qui ont été discutés et qui ont été contrebalancés. À côté de ça, on perd ça, mais au moins on va travailler sur ça. Voilà. Et ça, c'est complètement consciencisé. Et ça aussi, ça apprend la question de la limite, hein, la question de la limite budgétaire, de la limite technique. Voilà. Et c'est comme ça que se font les projets. Les projets, c'est un ensemble de contraintes, un ensemble d'ambitions. Et à la fin, ces contraintes et ces ambitions passent à la moulinette du projet. Elles donnent quelque chose. Voilà. Et ce quelque chose-là, il est construit. Mais il est construit en bonne intelligence avec l'ensemble des acteurs. Et c'est ça qui me semble déterminant. Délibérer en toute intelligence pour sortir des choix technocratiques, idéologiques, se rapprocher des besoins, prendre des décisions plus radicales, c'est un chouette programme. Hein. Je vous remercie à tous les deux pour vos contributions. En fait, on a encore quelques questions, notamment sur la place du numérique, la publicité des conventions. Moi, je suis persuadée, alors évidemment, c'est aussi mon métier, que le numérique est un outil qui peut permettre d'accompagner, de centraliser aussi ces démarches-là qui vont avoir lieu en physique, évidemment, mais qui vont assurer ce dialogue dans le temps et qui vont permettre aussi d'avoir une vision un peu plus large des enjeux au niveau d'un territoire. Donc, avec Citizen Lab, on équipe les collectivités territoriales avec des plateformes 360 qui vont permettre tout ce genre de démarches, de centraliser tous les contenus liés à ces démarches-là. On travaille aussi avec un réseau de consultants spécialisés qui peuvent vous aider à animer des démarches de ce type si vous le souhaitez. Il existe un vrai vivier de consultants en participation citoyenne. Loïc l'a mentionné au tout début pour répondre à l'une des questions également qui a été posée. En tout cas, le temps nous est compté. Je vous remercie à tous. Vous avez mon mail direct si vous souhaitez me contacter. Et puis, j'espère à une prochaine discussion, à un prochain webinaire qui sera tout aussi passionnant et passionné que celui d'aujourd'hui. Je vous remercie encore à tous, auditeurs et Loïc, Cyril. Merci Mélissa, je vois qu'il y a plein de questions qui arrivent là. Qui arrivent. Alors si en quelques mots, est-ce que vous voulez un mot de la fin peut-être qui pourra répondre de façon transversale à quelques questions chacun? J'ai 5-6 questions, donc je ne sais pas laquelle prendre. Moi, je prends celle que je vois là, très, 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 très importante. Le degré d'ouverture de la Convention, oui, il y a une tension là entre la nécessité de l'ouverture, que les autres puissent intervenir dans le débat, et la clôture du processus de délibération. Là, ça se joue d'un certain point de vue pragmatiquement. Nous, on avait créé une plateforme, on avait fait la synthèse des contributions à la plateforme qu'on donnait aux citoyens, mais on ne voulait pas que de l'extérieur, on influence trop sur la délibération citoyenne. Donc, cette question de la publicité, c'est vraiment une question extrêmement compliquée. C'est même peut-être une des questions les plus compliquées à affronter, et finalement, on n'est pas complètement armé. Voilà, c'est tout. Hein. Et puis, la place du digital. Alors, voilà, c'est-à-dire que ce que je voudrais dire aussi, c'est que la Convention citoyenne ne doit pas éclipser toutes les autres formes de participation. Le digital, on voit quelles sont ses potentialités, on voit quelles sont ses limites. Il y a une chose, moi, que j'ai apprise au cours de cette convention, c'est que maintenant, avec Zoom et avec une qualité de débat qui n'est pas trop dégradée, entre des gens qui ont un intérêt commun et se connaissent au préalable, la délibération en digital est possible. Hein, je dis c'est un second best par rapport à la délibération en physique, mais elle peut présenter des avantages d'un certain point de vue. Il y a des gens qui sont paradoxalement beaucoup plus à l'aise sur le digital, à travers le chat, à travers les questions qu'en physique. Donc ces gens-là, bon, voilà, ils trouvent la possibilité d'entrer dans le débat plus facile à travers le digital. Donc ça n'est pas impossible, mais à condition que tout le monde ait un accès à la connexion. C'est une absolue évidence, et ça, c'est peut-être possible à faire avec un groupe de 20 citoyens. On leur met à disposition, pour ceux qui n'en ont pas, un portable, et puis voilà. Et donc, c'est jouable. La délibération et le digital ne sont plus autant en opposition que je le pensais avant. Mais voilà,
c'est tout. Surtout lorsque les outils sont adaptés. Petite note, je n'avais pas prévu d'en parler, mais on a développé des ateliers numériques chez Citizen Lab qui permettent d'allier à la fois la visioconférence, donc l'oralité, le débat, et une facilitation par écrit qui permet de structurer la démarche, de permettre aux personnes de commenter, donc d'écrire comme on écrirait sur des post-it en présentiel, ou de commenter, de voter comme on mettrait des gommettes dans une salle polyvalente, par exemple, de sorte à ce que voilà, cette interaction-là se fasse de façon plus fluide et plus structurée, plus utile, et qu'on aboutisse à un vrai consensus. Mais il faut que les gens se connaissent au préalable quand même. Moi, je pense que ça, mieux. c'est un point important. C'est mieux, en effet. Rien à ajouter. Alors, je vous remercie de nouveau à tous et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Encore. Merci. Au revoir à tous.